Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Dernier épisode avant la pause estivale. Projet pilote du Tesla Semi en situation réelle. Les ventes mondiales de véhicules électriques en forte croissance en juin. GM et LG Energy ajoutent une ligne de production à leur usine de batterie. Les bénéfices des mandats zéro émission sont ultra important. La Mercedes VLE sera disponible au Canada très bientôt. L'importance de la facturation dynamique en recharge publique. Chronique par où commencer, planifier nos trajets. L'envers du panneau, on parle de pelle au service à la clientèle. Et en grande entrevue, nos experts nous parlent de conseils pour nos vacances estivales réussies en voiture électrique. Nous, on planifie toujours une deuxième borne au cas où que notre premier choix ne fonctionne pas. Bienvenue à l'épisode 202 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent 2 semaines. Déjà le dernier épisode avant une petite pause estivale et oui, après cet épisode numéro 202, on va faire une petite pause et vous revenir le 15 août prochain. Donc, une pause de quoi? De 1 mois environ, donc 2 épisodes. Et puis, ça va nous permettre de recharger nos batteries à nous aussi, de faire le plein d'énergie et de vous revenir avec des épisodes bien remplis à partir du 15 août prochain. On a eu, et je tiens à vous le dire, énormément de feedback positif suite à la diffusion de notre première chronique Retour dans le rétro, dis-je, qui a été diffusée lors du dernier épisode, donc l'épisode 201. Je vous rappelle que Retour dans le rétro, c'est une nouvelle chronique historique, à saveur historique, où on relate l'histoire, les tout débuts de la mobilité électrique, que ce soit des voitures, des batteries, des technologies, de la recharge, donc tout ce qui touche l'écosystème qu'on connaît des véhicules électriques. On en dresse un recul, on fait un recul historique et on dresse l'histoire de tout ça. Donc, très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la naissance de la mobilité électrique. Donc, la chronique Retour dans le rétro. Il y en a une justement dans l'épisode d'aujourd'hui, donc pour encore 9 autres diffusions. Là. Donc, c'est une série de 10 épisodes. Si vous avez manqué le premier, donc allez réécouter l'épisode 201 où était diffusée la première chronique Retour dans le rétro. Aujourd'hui, on a évidemment un épisode bien rempli, malgré que ce soit le dernier avant les fêtes. On ne prendra pas nos vacances tout de suite. On y va à fond de train. Chronique par où commencer avec Sébastien Côté. Donc, une petite chronique là, sur les vacances estivales. Et c'est en thème également avec la grande entrevue d'aujourd'hui qui est sur le thème de voyager, prendre ses vacances d'été en voiture électrique. Donc, plein en rafale, plein de questions-réponses que je lance à nos experts qui vont être là pour vous donner les grandes lignes sur ce que vous devez avoir en tête lorsque vous préparez vos vacances estivales à l'aide d'une voiture électrique, si c'est la première fois ou même si c'est peut-être la 2e ou la 3e fois. Des fois, avoir un petit aiguillage là, pour être certain qu'on n'oublie rien, qu'on fait les choses comme il faut et profiter à 100% surtout de nos vacances avec notre bagnole électrique. Il y a également une petite capsule cette semaine de notre ami Stéphane Daou, l'envers du panneau, petite chronique tout à fait spéciale, très radiophonique, très caricature sonore. Donc, prenez le temps d'écouter ça. C'est vraiment toujours excellent ce que fait notre ami Stéphane à Silence on roule. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je vous le répète. Quand vous écoutez Silence on roule, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast ou peu importe l'application, il y a souvent un système de notation. Donc, vous pouvez mettre des petits cœurs ou des petites étoiles, là, 5 étoiles sur 5 ou 5 petits cœurs sur 5. Quand vous le faites pour Silence on roule ou quand vous mettez un commentaire sur votre application de balado, Spotify, Apple Podcast, peu importe celle que vous utilisez, ça a pour effet de faire remonter le podcast dans la liste des balados et ainsi le rendre visible à plus de gens. Donc, si vous voulez nous aider à faire connaître le podcast et à démocratiser la mobilité électrique,
Si vous ne l'avez pas fait, allez dans votre application et mettez-nous là, des petites étoiles et puis prenez le temps là, de nous laisser un petit commentaire. C'est toujours très apprécié. Sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Dans un contexte où la réduction des gaz à effet de serre devient une priorité pour l'industrie du transport, la société ArcBest, par l'entremise de sa filiale ABF Freight, a récemment complété un projet pilote de grande envergure visant à évaluer le potentiel du Tesla Semi dans ses opérations quotidiennes. Les résultats? Encourageants, mais prudents, satisfaction du côté des conducteurs, mais aussi quelques embûches sur le plan de l'infrastructure. Au cours du programme, le Tesla Semi a parcouru 7190 km, soit une moyenne de près de 500 km par jour, avec une consommation moyenne mesurée de 1,55 kWh par kilomètre. Le véhicule a démontré une efficacité énergétique compétitive comparable à celle de ses homologues, tout en éliminant les émissions d'échappement. Un autre point fort du projet pilote est l'adhésion des conducteurs. Ces derniers ont été particulièrement impressionnés par le confort, la sécurité et la facilité d'utilisation du camion. Le passage du Cold Owner, situé à 2200 km d'altitude, a permis de tester les capacités du Semi dans des conditions exigeantes et il s'en est sorti avec brio. Les ventes mondiales de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont connu une forte progression en juin, avec une hausse de 24 % par rapport à la même période l'an dernier, selon les données publiées la semaine dernière par la firme de recherche Rowmotion. Cette croissance est principalement attribuable à la vigueur soutenue du marché en Chine et en Europe, où la transition vers l'électrification se poursuit toujours à un rythme plus qu'excellent. En revanche, le marché nord-américain affiche un signe d'essoufflement mineur. Aux États-Unis, les ventes de véhicules ont reculé de 1 % en juin. Selon Charles Lester, responsable des données chez Rowmotion, l'année 2025 pourrait être difficile pour le secteur aux États-Unis. Le récent retrait anticipé du crédit d'impôt prévu dans le budget du président Trump pèse pour l'attrait des véhicules électriques. La situation est similaire au Canada, où un ralentissement des ventes est également observé. Pour la première fois en Amérique du Nord, on se retrouve devancé par les groupes de pays dits du reste du monde, un ensemble incluant plusieurs marchés émergents, dont l'Asie, le sud-est de l'Asie et l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Alors que plusieurs constructeurs automobiles revoient à la baisse leurs ambitions en matière de véhicules électriques aux États-Unis, General Motors persiste et signe. Le géant de Détroit et son partenaire LG Energy Solutionet a annoncé lundi un nouvel investissement visant à ajouter des lignes de production de batteries à leur usine conjointe Ultium Cells située à Spring Hill, au Tennessee. Les nouvelles cellules produites seront des batteries au phosphate de fer et de lithium, donc de type LFP, moins coûteuses que les batteries actuelles à base de nickel. Le début de la production est prévu pour la fin de 2027. 2 études en 3 ans révèlent que des milliers de vies et 90 milliards de dollars en bénéfices pour la santé pourraient dépendre du maintien par le Canada de son mandat zéro émission. Un doute plane sur la norme de disponibilité des véhicules du Canada dans un contexte d'incertitude sur les marchés nord-américains de l'automobile. Mais 2 études menées par 2 organismes différents ont conclu qu'au moins
11 000 vies canadiennes et plus de 90 milliards de dollars en bénéfices dépendent de la mise en œuvre et de la continuité de ces normes. Le gouvernement devrait maintenir les réglementations qui protègent la santé de notre population et le climat, déclare Evan Wiseman, gestionnaire principal des politiques climatiques au Fonds atmosphérique, l'un des groupes responsables du rapport. Avec des incitatifs renouvelés et des politiques de soutien, les constructeurs automobiles disposent de nombreuses options pour atteindre leurs objectifs. Les familles canadiennes à la recherche de confort et de raffinement ainsi que d'efficacité énergétique auront bientôt une nouvelle option à considérer. Mercedes-Benz a confirmé l'arrivée prochaine de la VLE, sa première fourgonnette électrique de luxe à 8 places sur le marché canadien. Avec ce nouveau modèle, le constructeur allemand entend redéfinir le standard du transport familial électrique en introduisant un véhicule qu'il qualifie lui-même de grande limousine. Prévu pour 2026, la VLE s'appuiera sur la plateforme VAN.EA, conçue spécialement pour les véhicules utilitaires électriques. Cette architecture modulaire permettra à Mercedes de proposer une gamme étendue allant de modèles familiaux à des navettes VIP ultra exclusives. La VLE promet donc une grande polyvalence sans compromis sur le luxe. Parmi les technologies intégrées, on retrouve une gestion thermique intelligente ainsi qu'une direction sur l'essieu arrière, ce qui devrait offrir une maniabilité accrue malgré le gabarit imposant du véhicule. Alors que de plus en plus de pays ont l'intention d'électrifier complètement leur parc automobile d'ici 2035, une problématique persiste, le coût élevé de la recharge publique des véhicules électriques dans certains pays. Au Royaume-Uni, par exemple, il peut en coûter jusqu'à 10 fois plus cher de charger un véhicule électrique sur le réseau public que chez soi. Un écart tarifaire similaire existe aux États-Unis et même au Canada, où la recharge publique peut coûter 2 à 3 fois plus cher. En Allemagne, elle est environ 1,4 fois plus chère que si on se charge à domicile. Pour environ un tiers des ménages qui ne disposent pas d'une entrée privée, cette réalité représente un obstacle majeur à l'adoption généralisée des véhicules électriques, mais une solution existe, c'est la tarification dynamique. Une tarification dynamique consiste à ajuster le prix d'électricité selon l'offre et la demande, notamment en période d'abondance d'énergie renouvelable, éolienne ou solaire. Ce système déjà répandu dans les foyers équipés de compteurs intelligents permet des économies significatives. Au Royaume-Uni, il est déjà 7 fois moins cher par kilomètre de faire rouler un VE que de conduire un véhicule à essence. Donc, la technologie de la tarification dynamique doit être perçue et prévue dans tous les pays où l'électrification des transports s'en vient et devra être une partie de la solution pour aider l'adoption des voitures électriques. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, bonjour. Bonjour, Martin. Et là, ça sent les vacances. Je sais pas, en tout cas pour moi, là, je peux pas parler pour toi, là, mais... Oui, ça va être ta pause. Oui, on va se reposer. Puis faites-vous-en pas, les auditeurs. On prend toujours une petite pause là, de quelques semaines, mais on vous revient après. Généralement, là, c'est à peu près un mois. On a de besoin. Il faut recharger nos batteries, nous aussi, pas que nos voitures. Mais pendant les vacances, on en profite pour faire de longs trajets. Sébastien, c'était exactement le sujet d'aujourd'hui. Planifier son trajet. Écoute, je t'amène la question suivante parce qu'on voit souvent les gens s'interroger là, sur l'organisation, la planification de leurs vacances et on a des réponses qui vont tout azimut, qui sont souvent de très bonnes réponses, soit dit en passant. Mais la technologie a évolué, les choses ont évolué et il y a des choses qu'on faisait d'une façon avant qu'on commence à transformer aujourd'hui ou de faire de façon un peu différente. On avait le réflexe d'aller automatiquement, je devrais dire, pour des gros trajets où on voulait vraiment avoir là, une analyse approfondie, on allait vers des outils tels ABRP, A Better Route Planner, ou le planificateur de trajet du circuit électrique, des trucs comme ça. Mais de plus en plus, nos voitures intègrent des systèmes de navigation
fort performants, que ce soit Google Automotive qu'on retrouve dans les véhicules GM, Polestar, etc., que ce soit le système de Tesla, par exemple, qui font une très belle job de nous tracer des trajets, nous dire tu as tant de batterie, tu vas arriver à telle place avec tant de batterie, tu vas charger pendant tant de temps. On fait quoi? On utilise ces systèmes-là ou on utilise des systèmes qui ont plus de fonctionnalités comme un Better Route Planner? Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Bien, c'est sûr que pour un premier long trajet que vous n'avez aucune idée où vous vous rendez, peut-être ça peut être intéressant de prendre des applications là, qu'on a très bien expliquées et que tu as nommées aussi, connaître aussi l'état du réseau dans ce coin-là. Mais après avoir testé, ce que je suggère aux gens, c'est ceux qui viennent avec les systèmes embarqués, comme tu as mentionné, ça serait de faire des tests, faire des scénarios sur ta bonne vieille application. Si jamais vous étiez déjà très habitué à ABRP, bien ça devient peut-être difficile de s'en détacher. Mais il va bien quand même. C'est pas parce qu'il y a des nouveaux outils qui est moins performant pour Exact. Mais c'est plus du côté de vous faire confiance avec le système embarqué de l'auto. Bien, faites des comparaisons. Faites-vous une planification régulière avec l'application et ensuite programmez votre trajet aussi dans le véhicule puis partez votre trajet. Vous allez avoir à ce moment-là, voir le delta qui peut se créer ou s'il n'y en a même pas. À ce moment-là, vous allez vraiment gagner confiance avec votre véhicule. Puis souvent, bien, ça va demander moins de planification parce que vous allez pouvoir partir et dire « Oh, j'ai oublié de tout vérifier mon trajet hier soir. » Mais là, on serait capable de le faire en arrivant le matin même ou la journée même dans le véhicule. Ouais. Et juste pour que ça soit clair pour les nouveaux qui nous écoutent et pour qui ça ne serait pas clair, là, ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est que lors d'un long voyage, ce qu'on veut planifier, c'est, bon, on n'a pas besoin de systèmes comme ceux-là. On peut prendre Google Maps ou Plan dans notre téléphone puis se faire guider là où on veut aller. Par exemple, on va aller visiter le Rocher Percé, on part de Montréal ou, bon, peu importe, de l'Outaouais, puis on dit « je vais aller au Rocher Percé ». Mais c'est que les systèmes dont on parle nous disent où passer et où arrêter pour se recharger. Ils nous disent, avant même qu'on ait démarré, tu vas arrêter pour te recharger pour la première fois à telle borne qui est à tel endroit. Il y a des bornes de 180 kW. Tu vas arrêter sur une de ces bornes-là. Tu vas te recharger pendant 28 minutes. Tu vas remonter. Tu devrais être à 62 % de charge quand tu vas avoir terminé. Tu vas te débrancher. Tu vas rouler. Tu vas arrêter à telle borne, à tel endroit. Tu vas arrêter pour 12 minutes. Et tout ça est planifié, donc tu sais exactement, il n'y a aucun stress, aucune angoisse, tu sais exactement avant de partir, tous les endroits où tu vas arrêter, combien de temps tu vas arrêter, quelle quantité d'énergie tu vas mettre dans le véhicule, etc. Donc, c'est hyper rassurant, là, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup son véhicule ou qui est nouveau avec les autos électriques. Oui, vraiment, vraiment très rassurant parce que, justement, comme tu viens de mentionner, le pourcentage ou l'autonomie de notre batterie inquiète pour un premier utilisateur. C'est le gros facteur qui inquiète le plus les gens. Mais à ce moment-là, l'outil va vraiment tout nous planifier, puis il va toujours mettre des marges de manœuvre aussi, fait que ça va être bien fait. L'autre avantage, on a parlé dans des chroniques précédentes du préconditionnement de la batterie, dépendant de la saison où ce qu'on va le faire, ce déplacement-là, ça va être important d'utiliser le système embarqué de l'auto aussi. Parce que les bornes qu'on va choisir, il va nous préconditionner les bornes en fonction. Donc, il y a quand même un autre avantage à s'en servir. Tout à fait. Et les gens qui préfèrent continuer d'utiliser des applications comme, par exemple, on disait A Better Route Planner tantôt, l'avantage du système embarqué, si on le compare avec des logiciels externes qu'on a sur notre téléphone, c'est que ce système embarqué-là reçoit en temps réel des données du véhicule. Il sait à quelle vitesse on roule, il voit la décharge de la batterie. Peut-être que le système constate qu'on consomme plus que prévu parce que, par exemple, il y a un très grand vent de face qui n'était pas prévu, qui va faire en sorte que notre consommation va passer de 19 à 21 kWh au 100 km. Donc, on consomme plus, la batterie descend plus vite que prévu. Donc, lui, il avait prévu que tu arriverais à telle borne à, je dis n'importe quoi, 12 % de charge, mais il se rend compte que tu vas être finalement à 8 %. Ça pourrait l'amener à revoir le scénario, c'est ça? Oui, il pourrait même te suggérer, dire que vous allez arriver en bas du 10 % que, mettons, ce manufacturier-là, c'est sa marge de sécurité, bien, on pourrait vous suggérer une autre borne. Ça pourrait aussi jouer dans votre décision de dire, est-ce que je me permets de me rendre à domicile? Mettons que vous êtes vraiment sur votre dernier trajet, au retour à la maison, vous pourriez dire, bien, je suis capable de vivre avec le 8 % qui me dit maintenant versus le 12 que j'avais planifié. Donc, ça va jouer avec votre décision. Puis si on prend un système externe, donc une application sur notre téléphone, on n'a pas cette connexion-là en temps réel avec le véhicule. Je crois par contre que ABRP, moyennant
un petit module qu'on connecte là, sur le port OBD2 du véhicule, le port de communication du véhicule. Il y a moyen, via un abonnement, je pense que c'est payant par contre. Oui, un forfait premium, quelque chose qui permet mensuel, à l'application de recevoir en temps réel les données du véhicule. Donc, ce que je conclus de notre discussion, Sébastien, c'est que les outils sur nos téléphones spécialisés en trajet sont hyper performants. Par contre, dans nos véhicules, les systèmes embarqués deviennent également hyper performants. Donc, ça devient moins nécessaire, je devrais dire ça comme ça. Si je regarde mon premier véhicule électrique, moi, il y a 14 ans ou à peu près, le système de navigation du véhicule, c'était zéro. Là. Il ne savait même pas où étaient les bornes. Ça ne se mettait pas à jour, ça nous planifiait pas les recharges, rien. On n'est plus là aujourd'hui. Là. Non, on n'est plus là, on améliore. Puis, si d'autres manufacturiers emboîtent le pas, bien, ça va encore améliorer. De dire c'est plus nécessaire, plus ou moins, je dirais que des applications telles que PlugShare que j'aime bien continuer de consulter. Parce que c'est bien beau que ce soit l'auto ou ABRP qui me suggère un arrêt à la place X. Si elle est très mal cotée dans PlugShare ou dans d'autres outils, je vais peut-être me choisir moi-même une autre destination ou forcer le système à me rendre ailleurs. Donc, il y a quand même un parallèle à faire avec l'ensemble des systèmes. Oui, puis moi, je conclurai, Sébastien, en disant que des fois, de regarder ça un peu avant de partir aussi à la maison, puis de se faire un scénario qui n'est peut-être pas nécessairement celui de la voiture, là, nous permet des fois d'incorporer des arrêts à des endroits bucolique. Oui, c'est ça. L'arrêt n'est pas dicté par un besoin imminent de recharge, mais par des choses qu'on veut voir en chemin, un restaurant auquel on veut manger, parce qu'on s'est fait dire que tu vas passer dans telle région, il faut que tu ailles manger à telle place. Mais si je prévois d'arrêter à cette place-là pour manger, puis qu'il y a des bornes à proximité, même si ce n'est pas celle que le véhicule m'a suggéré, il pourrait être logique de charger le véhicule pendant que je mange, par exemple. Ou encore, si j'arrête à un endroit pour recharger, de savoir au préalable, y a-t-il quelque chose à voir aux alentours? Bien, une application aussi simple que Google te montre les commerces, Google Maps te montre les commerces à proximité, puis tu sais que, pendant la recherche de mon véhicule, j'allais passer une petite demi-heure dans ce café-là ou cette boutique-là, tu sais. Donc, ça reste que le fait d'utiliser le système intégré à la voiture n'empêche pas que de faire une petite recherche préalable à l'ordi avant peut nous permettre de passer des meilleurs moments, disons ça comme ça. Ça fait tout simplement un devoir un peu moins gros à ce moment-là, mais on a quand même un petit peu à faire. Sébastien, tu peux aller mettre ton speedo, tes gougounes, te préparer pour les vacances. Je te remercie beaucoup. Repose-toi, prends du soleil. Et puis, on se revoit très bientôt pour une prochaine chronique. Si les gens veulent te rejoindre, par contre, on fait ça comment? Par courriel à sébastien.côté@silenceonroule.com. Bonnes vacances, mon cher. Merci beaucoup, toi aussi. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Beaucoup de nouveaux électromobilistes, beaucoup nous écoutent également et nous demandent des conseils à l'aube des vacances et vous avez sonné à la bonne adresse. On va répondre à vos questions, du moins je le pense, avec mes invités en studio aujourd'hui qui sont là parce qu'ils ont des voitures électriques, sont habitués de voyager avec des voitures électriques et ils vont pouvoir répondre à nos questions. On va y aller les femmes d'abord. Marie-Josée Allard, bonjour. Bonjour. Francis Mercier. Salut. Et Frédéric Allard. Salut. Aucun lien entre les deux Allard. Juste cousin, cousine. Ouais, invente-toi pas des liens de famille que t'as pas. Écoutez, on est à l'aube des vacances, comme je disais, et les gens se préparent. Donc, j'ai des petites questions à vous poser en vrac. Plusieurs questions pour lesquelles, là, je pense qu'on va être capable de donner des réponses qui vont aiguiller les nouveaux électromobilistes. Première catégorie, on va parler de planification du voyage. Quelles sont les premières choses à considérer lorsqu'on planifie un voyage en électrique? Y a-t-il des choses différentes qu'il faut avoir en tête quand
quand on se prépare, vu que c'est électrique? Deux choses, je dirais en premier, très rapidement. C'est sûr que ça dépend de la longueur du voyage. Et si c'est un grand voyage, il faut penser à acheter un véhicule qui a une recharge relativement rapide avec une bonne autonomie. Ça, c'est si on prévoit souvent faire des longs voyages. Deuxièmement, les bonnes applications. Avoir les bonnes applications. On va y revenir tantôt aux applications, ça fait partie de la question. Avez-vous des choses à ajouter? Moi, j'aurais tendance à dire aussi, si, mettons, vous faites des longs voyages, comme Frédéric dit, peut-être de planifier aussi les arrêts restaurants avec les recharges. Ça pourrait être une super bonne idée à faire pour combiner les deux en même temps. Donc, planification qui inclut des arrêts où on n'attend pas après l'auto, on est en train de manger. Fait exact. Que, le temps de recharge est moins long. Est-ce qu'un itinérant en véhicule électrique demande une préparation plus grande qu'avec une voiture à essence? Parce qu'avec une voiture à essence, on fait quand même un certain nombre de planifications, mais on ne planifie pas nécessairement les arrêts, mettre de l'essence, on les attrape là où ça passe. Allez-vous jusqu'à planifier là où vous allez arrêter pour vous charger avant de partir ou ça s'improvise un peu le long de la route? Je pense que ça demande un petit peu plus de planification. Des stations d'essence, on en croise pas mal plus que des stations de bornes de recharge encore aujourd'hui. Donc, ça serait vraiment de planifier le trajet en fonction de où est-ce que sont les bornes de recharge. Puis ça va nous indiquer quels arrêts on doit faire. Donc, oui, peut-être un peu plus de planification, mais quand ça fait plus qu'une fois qu'on voyage en véhicule électrique, ça devient plus facile puis ça prend de moins en moins de temps planifié. Et ça inquiète un peu moins. On est moins stressé. Exactement. Fred t'a parlé d'applications tantôt. C'est des applications qui servent justement à identifier où sont les bornes puis où est-ce qu'on va arrêter. Quelle application tu suggères d'avoir avant de partir? Évidemment, celle qu'on connaît toutes, A Better Route Planner. Ça, c'est universel. Ça englobe tous les réseaux, tout combiné, toutes les prises, y compris ceux de Tesla. On peut sélectionner, on peut filtrer. C'est très, très facile d'utilisation. Puis en même temps, on peut planifier combien qu'on veut de pourcentage restant à retour et tout. C'est vraiment une application complète. Celui-là, et aussi, je suggère aussi un peu PlugShare qui permet aussi d'aller chercher les bornes à domicile ou les bornes quand on arrête plus longtemps à un endroit où ce que les gens partagent leurs bornes, mais c'est plus secondaire. OK. Moi, j'ajouterais, Martin, peut-être, si, admettons, on veut faire des applications aux États-Unis, peut-être de vérifier. Il y a des applications comme, admettons, Electrify America qui ont des services qui offrent aussi des abonnements, dans le fond, soit à 7, 8, 9 $ qui vont te faire économiser sur ton trajet. Je pense que ça vaut la peine de regarder ces applications. Donc, en fonction de où on va, par exemple, aux États-Unis, ça pourrait être avantageux de se préabonner avant de partir. Définitivement. Souvent, ces applications-là se désabonnent facilement. C'est ça. Dans le fond, il y a deux sortes d'applications. L'application de planification de voyage, puis les applications des différents réseaux qu'on peut avoir pour pouvoir se charger facilement en se préparant d'avance, en s'abonnant d'avance et en ayant mis un petit peu d'argent sur chacune des réseaux tout en planifiant notre voyage. Malgré le fait qu'on a des applications comme ça, est-ce que c'est possible qu'on arrive à une place puis les bornes sont brisées, le terrain n'est pas... Donc, est-ce qu'il faut prévoir un plan B pour chacune des places où on prévoit arrêter? Pas nécessairement pour chacune des places. Peut-être surtout pour les longs voyages dans des endroits qu'on n'est jamais allé. Là, je parle pour moi puis pour Francis. Nous, on planifie toujours une deuxième borne au cas où que notre premier choix ne fonctionne pas. Puis généralement, combien de fois, mettons, là, en pourcentage, vous avez besoin d'aller sur le plan B si tu... Très rare. On est allé sur le plan B, pas parce que les bornes ne fonctionnaient pas, parce que finalement, on a décidé de se rendre un petit peu plus loin, puis on est allé à notre borne. C'est pas par numéro nécessité, c'est par choix. Je te dirais, Martin, peut-être une fois, c'est arrivé qu'il a fallu changer notre plan parce que la borne était non fonctionnelle. Et en plus, l'application nous disait, on n'avait juste pas regardé, l'application nous disait que la borne était non fonctionnelle et nous, on est allé quand même très ordinaire de notre part. Fait que c'est un bon cue, ça, de regarder dans les applications avant de se rendre parce que souvent, de l'information pertinente s'y retrouve. Hein. Dans mon cas, moi, c'est tout simplement arrivé une seule fois. Puis c'était en 2017, quand il y avait moins de bornes. Alors aujourd'hui, ça ne m'est plus jamais arrivé d'avoir ce problème-là. Mais à l'époque, j'avais comme pas eu le choix. Okay. Puis maintenant, quand les bornes sont non fonctionnelles, c'est facile de communiquer avec Circuit électrique. Par exemple, moi, il y avait une borne non fonctionnelle. J'ai communiqué avec eux, puis ils m'ont tout de suite répondu qu'ils envoyaient quelqu'un pour procéder à la réparation. Justement, je veux qu'on parle maintenant du segment recharge sur la route, de focusser là-dessus. C'est quoi le niveau de disponibilité des bornes rapides sur les grands axes routiers au Québec, aux États-Unis? Est-ce qu'on c'est bien garni? Est-ce que c'est égal partout? Est-ce qu'on doit faire attention à certaines régions parce qu'il y en a moins? Ça ressemble à quoi? C'est assez rempli. J'avais fait les statistiques lorsque j'avais passé à l'émission d'Antoine Joubert. On en avait parlé justement de l'évolution des quantités de bornes disponibles au Québec. Là, je parle pas des États-Unis, là, je parle du Québec. Et puis, nous autres, on avait suivi le prorata justement du nombre de voitures où même le nombre de bornes par rapport au nombre de voitures était vraiment très, très proche. Là. Il n'y avait pas un grand écart. On a eu, grâce au circuit électrique justement d'Hydro-Québec puis au réseau de Tesla, ça a été très rapide.
On a vraiment suivi le ratio, le prorata. Puis aux États-Unis, c'est-tu égal? C'est la même chose si on va aux États-Unis? On entend toutes sortes de choses. Oui, mais nous, on a des voitures non Tesla. Fait que, effectivement, on entend plein de choses. Mais moi, je veux rassurer les gens. On a fait la Floride l'année passée. On est revenu même par Nashville et on a eu aucun problème de borne. Comme je disais, là, on avait les applications pour, on avait fait notre trajet justement avec A Better Route Planner. Et il ne faut pas oublier, la voiture va aussi te dire où arrêter. Là. Et ça, là, de plus en plus, les voitures, là, leurs systèmes sont intégrés et pas juste Tesla. Là. Je pense que c'était vraiment un superbe trajet. Là. Puis si on parle de fiabilité des réseaux, on sait que, comme dans toute chose, d'une compagnie à l'autre, des fois, c'est plus cher, moins cher, plus fiable, moins fiable. Est-ce qu'on considère que globalement, c'est fiable ou c'est... Ça a énormément évolué, vraiment beaucoup. Parce que les gens qui s'inquiètent parce qu'ils ont entendu des choses du passé, comme en 2017, c'est vrai que quand j'ai fait mon grand voyage aux États-Unis, c'était surtout des bornes Tesla que je prenais, mais ça m'est arrivé à prendre des bornes de d'autres réseaux, puis ça arrivait qu'il y en a une sur deux qui ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Là. C'est très, très rare. Les réseaux sont relativement bien entretenus, puis sur les applications, souvent, ils nous le disent d'avance si ça fonctionne, ce qui est un gros outil pour vous aider. Vous avez même expérience, même opinion sur le sujet? Oh oui, globalement, les bornes fonctionnent très bien. C'est des bonnes compagnies qui s'en occupent. Ah, puis s'il y a des gens qui regardent les vidéos qu'on a faites là, sur le petit couple électrique, là, dans le fond, là, il y a eu une vidéo, entre autres, qu'on était allé à Burlington, qu'on avait un peu magané, justement, comme Frédéric dit, mais on parle de 2022, si je me rappelle bien, puis on avait essayé des bornes autres que les grosses bornes connues. Oui, vous aviez volontairement essayé des affaires douteuses. Le restaurant miteux dans le coin, on va aller manger là, il ne faut pas être surpris. Exact. Pas ça fait déjà 3 ans, puis les installations de bornes, puis les entretiens sont exponentiels dans le temps. Je veux dire, c'est toujours de mieux en mieux, il y en a de plus en plus, puis il s'en occupe vraiment. Il y a un entretien qui est vraiment bien. Puis si vous envoyez une qui est en panne, prenez le téléphone dessus puis téléphonez pour le dire. Ça va aider le réseau à aller faire l'entretien. Dernière question sur la recharge sur la route. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des adaptateurs? Par exemple, si on a une voiture qui a un port CCS, est-ce qu'on doit avoir un adaptateur pour se brancher avec un connecteur comme ceux qu'il y a sur les Tesla, là, les NACS? Ou à l'inverse, on a une Tesla, est-ce que c'est nécessaire? Donc, est-ce qu'on doit se traîner un adaptateur pour l'autre standard ou c'est tellement répandu dans les deux versions qu'on n'a pas besoin? Mais je pense que c'est répandu, mais je pense qu'il faut regarder aussi si votre voiture, ça vaut la peine de prendre l'adaptateur ou quoi que ce soit. Si je prends l'exemple de la voiture de Marie-Josée qui a une Bolt EUV 2023, si elle prend l'adaptateur qui est le NACS qui s'en va sur les bornes de recharge Tesla, est-ce qu'elle va vraiment bénéficier, mettons, de la recharge, de la rapidité? La réponse est non. Mais est-ce qu'elle va avoir un plus grand, vaste choix de bornes? Possiblement, la réponse est oui. Je pense qu'il faut faire ses devoirs un petit peu avant. Mais nous, on a toujours privilégié d'avoir les connecteurs parce qu'on se dit, s'il arrive quelque chose, on l'a. Et souvent, ça va être disponible pour la prochaine voiture que vous allez avoir. Puis si vous en avez plus de besoin, bien, ça se revend aussi dans le pire des cas. C'est un excellent plan B. Oui, exactement. C'est ce que je m'en allais dire. Ça dépend aussi quel type de voyageur on fait, quel type de voyageur on est. Si on est plus prévoyant, moins prévoyant, plus stressé, moins stressé sur la route, ça dépend de chaque personne. OK. Maintenant, je veux qu'on parle de temps et d'autonomie. Ma première question, c'est... combien de temps faut quelqu'un qui n'a jamais voyagé avec une voiture électrique, là, on prévoit des arrêts de combien de temps? On se doute bien, puis l'application peut nous dire il faut que tu arrêtes 2 fois de charger, mais on va t'arrêter 15 minutes, 20 minutes, 1 heure? Combien de temps on arrête? Ça va dépendre du modèle de véhicule que la personne a. Comme si on part en voyage, moi, avec ma Bolt, c'est sûr que les temps d'arrêt vont être plus longs que si on prend le véhicule de Francis qui recharge beaucoup plus rapidement que le mien. OK. Donc, en fonction de notre véhicule, puis les applications dont vous parliez tantôt qui nous planifient nos arrêts, puis là où il y a des bornes, est-ce qu'elles tiennent compte justement de ce facteur-là? C'est quoi de mon véhicule, puis combien de temps je vais arrêter? Tout à fait. C'est comme la Tesla, c'est intégré dans le véhicule, puis ça ressemble, Tesla puis à Better Route Planner, c'est très, très similaire, puis c'est très fiable. Quand ils disent d'arrêter à un endroit 10 minutes pour continuer, si vous suivez les instructions, puis que vous ne le roulez pas en fou, là, ça va être très fiable. Vous allez arriver beaucoup plus vite que si vous dites « Ah, je vais recharger à 100%, puis après ça, je vais repartir. » Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment aller abaisser notre autonomie vers le 15 à 10% pour pouvoir avoir le maximum de recharge. Parce que la rapidité de recharge, c'est toujours se situe entre 20 et 60%. Après ça, ça ralentit. Donc, on va essayer d'optimiser notre recharge toujours dans ce créneau-là. Puis vu qu'il y a beaucoup de bornes sur la route, on peut le faire sans s'inquiéter. Puis étant donné que c'est l'été, donc, il y a des possibilités qu'on climatise. Le fait d'utiliser de la climatisation, est-ce que ça va affecter grandement notre autonomie? J'ai le goût de répondre à celle-là parce que moi, dans ma voiture, je tiens ça à 18 degrés l'été, pauvre Marie-Josée, mais c'est vraiment vrai.
Est-ce qu'on perd de l'autonomie? Probablement, mais est-ce que c'est 4-5 km sur une autonomie de 500 km au total? Ça paraît presque pas. Ça paraît pas. Là. Okay. Ça, c'est des mythes de 2017-2016, justement. C'est comme là, les véhicules à essence quand ils ouvrent leurs fenêtres affaire. et qu'ils ferment la climatisée. Ça va tirer plus d'avoir les fenêtres ouvertes, comme ça va tirer plus d'avoir la climatisée allumée. Le mieux, c'est de laisser les fenêtres fermées puis de ne pas utiliser la climatisée. Mais ça, ça n'arrivera pas dans mon cas, moi, en tout cas. Il va faire chaud dans l'auto. Ah oui. Un peu, oui. On va maintenant parler de quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Évidemment, on parle d'argent, les coûts. C'est quoi le coût approximatif ou le ratio, peut-être, là, pour donner un ordre de grandeur, des coûts que ça va nous coûter faire un voyage avec une voiture électrique versus une voiture à essence? Peu importe où on va, ça va-tu nous coûter le même prix, 30 de moins, 50 de plus? Ça va ressembler à quoi? Ben écoute, si on fait un peu le lien qu'on a fait avec le Floride, on l'a fait, nous, avec un F-150 Lightning. Nous, on a documenté à la lettre, Marie-Josée a vraiment documenté sur le Facebook, à la lettre, chacun des dépenses qu'on a fait au niveau de la recharge. Et on a eu énormément de commentaires parce que je pense qu'en bout de ligne, on avait une économie de 80 sur toute la recharge. Si on comparait un F-150 essence, dans le fond, thermique, à mon F-150 Lightning à l'époque. Fait que je pense qu'on le dit souvent, nous, en tout cas, c'est la recharge quand on veut économiser, c'est à la maison. Si on recharge à la maison, c'est là qu'on sauve. Sur la route, je pense qu'on économise un petit peu moins. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, par exemple, un montant total en essence versus un montant total en électrique? Exact, c'est ça. Tu voyais juste 80 de différence sur un voyage en Floride? Avec le Lightning, c'était à peu près 80 Et la Bolt? On n'a pas calculé avec la Bolt, mais avec le Lightning, ce qu'on a pris, c'est on a pris vraiment les données du constructeur du F-150 thermique. Donc, vraiment, ce qu'eux disent sur Internet. Et qui est, le meilleur des mondes. Oui, c'est ce qui est souvent bon. Ouais. Mais on voulait pas se faire lancer des roches non plus. Fait qu'on a pris vraiment ce que le constructeur disait. Mais c'est pas mal ce qu'on entend. Hein, c'est qu'en grand déplacement sur des bornes rapides, il y a une petite économie, mais c'est pas là que l'économie, c'est le 90 du temps. Autre dans l'année où tu charges à la maison, exact. C'est là que tu fais des grilles. À moins d'avoir les chargeurs gratuits à vie, comme dans mon cas. Donc, moi, mon calcul était simple. Ça, c'est vrai. Je l'ai payé dans le prix de l'auto. Oui. Est-ce qu'il y a des frais, on parle toujours d'argent, est-ce qu'il y a des frais surprises à prévoir sur certaines bornes, que ce soit ici au Québec, au Canada ou aux États-Unis? C'est tout pareil tout le temps ou il y a des petites surprises? Il y a des surprises, oui. Il y a des surprises. Aux États-Unis, une marque... Même au Québec. A dit tantôt, là, pas une marque, pas de manière connue. On a eu un frais d'activation sur notre carte de crédit qui a été retiré environ une semaine et demie plus tard. C'est environ 50 $ américains. Un peu comme quand on met de l'essence, des fois, ça vient geler un montant. Ouais, ça, c'est pas trop pire. Au moins, ça ne nous aurait rien coûté. Là, c'est ça. Au final. Mais le vrai coût, par exemple, c'est comme, par exemple, si on va dans un centre d'achat ou un endroit où des fois, il faut payer le stationnement pour y aller, ou il faut stationner sur la borne de rue, qu'il faut payer le stationnement, sinon, il faut payer et le recharge et le stationnement, sinon on va avoir une contravention. Alors oui, ça arrive qu'il y a des endroits où ils sont restreints et qu'il faut payer l'accès pour pouvoir ensuite aller recharger. Puis je pense qu'il y a peut-être un frais aussi, puis je vais regarder beaucoup Frédéric là-dessus, mais sur certaines voitures, entre autres sur ma voiture, je peux recharger directement avec mon véhicule sur n'importe quelle borne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des frais comme d'itinérance qui semblent appeler, dans le fond, parce que j'utilise comme, c'est pas, tu sais, je suis sur circuit électrique, mais je passe par mon Kia, dans le fond. Fait que il semble avoir un petit frais. C'est pas grand-chose, mais il faut le calculer. C'est pas énorme, mais tu sais, on parle de frais, fait que je voulais le souligner. Ouais. Non, c'est bon. Ça doit avoir, mais je me suis jamais vraiment rendu compte. Les rares fois que j'ai branché sur les autres bornes, j'ai pas remarqué, non. Okay. On va parler rapidement de l'expérience du voyage en électrique et j'ai une première question qui me vient en tête, c'est est-ce que les véhicules électriques sont adaptés pour des longs trajets avec des bagages, des remorques, des trucs comme ça? Donc, on entend souvent que c'est pas fait pour remorquer ou si on met un porte-bagages sur le toit, ça va affecter grandement l'autonomie. Est-ce que vous avez eu des expériences dans ce sens-là? Avec la Tesla, quand on avait un support à vélo à l'arrière. Puis oui, ça consommait un petit peu plus quand on tirait nos deux vélos, mais c'est pas mal la seule chose qu'on a tiré en arrière. Ouais, avec le F-150, on a tiré une roulotte, là, évidemment. Là, vous ne serez pas surpris que aussitôt qu'on a branché la roulotte, on perdait 50 d'autonomie. Mais je pense que peut-être un porte-bagages sur le toit, ça pourrait peut-être avoir un petit impact, mais je suis pas sûr qu'on va perdre un 5-10 %. J'y croirais pas. Moi, personnellement, je dirais que non. Là. Il y a une autre question qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut dormir dans une voiture électrique dans un long trajet? Est-ce que s'il fait froid, s'il fait chaud, y a-t-il moyen de faire fonctionner la climatisation, le chauffage sans danger pour notre santé ou pour le véhicule, Fred? Je pense qu'il n'y a pas de danger de respirer de CO2. Là. Ça va bien aller. Mais en général, non, il n'y a pas de problème. Souvent, dans mon cas, vu
vu que je payais pas évidemment pour les charges, quand je me connectais, on dormait dans l'auto puis on sauvait des hôtels quand on se rendait en Californie. Donc, on pouvait recharger, aller se parker un peu plus loin, puis après ça, on dormait avec l'air climatisé, en mode chien, si on peut dire, ou en mode climatisation, super confortable, qu'il se fasse chaud ou froid dehors. Puis le matin, on se relevait, on mettait une charge de pointe pendant qu'on prenait la douche dans un restaria, ce que je suggère justement à tous nos auditeurs là, qui voyagent comme ça. Les places de truckers, c'est parfait. Il y a des bornes souvent. On va là, puis le matin, on va dans les places. Ça coûte 10-15$ US. On a la douche, on a tout l'endroit comme ça. Ça facilite le voyage en même temps. Ça recharge d'appoint, puis on peut dormir dans l'auto, sauver un hôtel. Fait que ça revient à 15$ au lieu de 100-150$. Oui, c'est sûr. Ça monte vite, les hôtels. Là. C'est plus donné, surtout dans certains coins des États-Unis. Ça dépend de la grandeur de la voiture que vous avez si vous voulez dormir dedans. C'est la grandeur de la personne. La grandeur de la personne. La Fiat 500, je pense qu'on ne dormirait pas dedans. Non, ça dépend. Peut-être moi. On va maintenant terminer avec un segment sur des trucs et des conseils ou erreurs à éviter. Ma première question, c'est quelle erreur les nouveaux conducteurs de véhicules électriques font-ils souvent lors de leur premier voyage? Tu sais, tu dis c'est l'erreur typique là, du débutant. T'entends? De ne pas se planifier. Ils s'achètent un nouveau char, ils font la vie tous les jours, tout va bien. Et puis, souvent, c'est ceux qui avaient acheté, mettons, des hybrides branchables, comme des Bolt, tout ça, qui viennent travailler tous les jours, qui sont contents. Puis un Bolt, c'est pas une hybride branchable, en passant. Une Volt, tu disais. La Volt. La Volt, J'ai dit la Volt, oui, c'est ça. Puis quand ils se promènent comme ça, puis qu'ils vont, mettons, un petit voyage à Québec, tout ça, ou qu'ils aillent en Floride, ils sont habitués de passer sur l'essence, puis ça paraît pas. Puis, là, ils sont prêts au 100% électrique, mais le premier voyage, souvent, ils y pensent pas. Puis là, ils partent, puis ils n'ont pas planifié, puis là, souvent, ils reviennent en étant très déçus, mais parce qu'ils n'ont pas pris la peine de parler à des gens qui en ont, puis de prendre le temps de se planifier et de bien prévoir son voyage pour être dans l'agrément. Oui, c'est exactement ce que je m'en allais dire. C'est de ne pas hésiter à aller demander de l'information aux gens qui se connaissent en véhicule électrique, aux gens qui ont déjà voyagé. C'est souvent la plus grosse erreur qui est faite. Les gens vont plus se fier aux préjugés qu'ils entendent versus aux vérités que les conducteurs de voitures électriques pourraient leur dire. Oui, c'est ça. Et souvent, il y a des trucs, puis vous l'avez dit tantôt, je pense que c'est toi, Fred, tu disais, j'ai vécu ça, mais en 2017, je sais pas, maintenant, ça a bien changé. Les gens ont souvent en tête des trucs qui étaient peut-être vrais en 2014, pas en 2017, mais qui sont plus vrais aujourd'hui. Exact. Alors, quelqu'un qui s'achète une voiture électrique neuve en 2025... cette voiture-là n'est pas la même qu'en 2014. Le réseau de recharge n'est pas le même qu'en 2014. Donc, la réalité est complètement différente. En d'autres mots, je dirais aux nouveaux auditeurs, écoutez, ce que vous avez entendu, revenez-en. Là, on roule plus l'hiver avec les fenêtres baissées puis la tuque avec Nissan Leaf avec 100 km d'autonomie. C'est fini, ça. Essayez d'en revenir. Merci. Exact. Mais tu sais, Frédéric, on pourrait même rajouter, par exemple, aller essayer une borne de recharge de niveau 3 avant de partir. On a vu plusieurs nous arrêter là, puis arriver là, avec le visage en disant « je sais pas quoi faire ». Je l'ai jamais... Parce que les gens dans la vie de tous les jours... On le dit souvent, c'est une beauté de la voiture électrique, c'est que tu n'auras jamais besoin de l'utiliser dans la très grande majorité des cas. Tu te changes à la maison, tu pars le matin, tu es plein. Fait que tu n'as jamais besoin au quotidien, tu peux rouler. Il y a des gens, ça fait 1 an qu'ils ont leur auto, ils n'ont jamais arrêté une borne publique, ils n'en ont pas eu de besoin. Ils l'ont pas testé. Puis là, ils l'ont pas testé, puis ils partent en voyage en Virginie, puis c'est la première fois qu'ils ont à se charger sur une borne rapide, puis là, fait que c'est un peu le manque. C'est ça. Des fois, le constructeur aussi ne le dit pas. Il y a peut-être un rappel ou une petite mise à jour sur la borne qui a besoin d'être faite. J'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'il y a des endroits ou des trajets déconseillés pour les véhicules électriques? Là? Donc, il y a moins de couverture de bornes, les routes sont plus isolées. C'est pas. Mettons que c'est ton premier voyage. Tu dirais à quelqu'un là, qui vient d'acheter son auto sur son premier voyage, commence peut-être pas par là. Bien, je lisais récemment quelqu'un justement qui voulait se diriger vers Fermont en voiture électrique, puis les gens lui conseillaient pas justement parce que les bornes ne se rendent pas encore tout à fait vers cette destination-là où c'est plus difficile du moins s'y rendre. Donc peut-être cette région-là du nord du Québec est encore un peu plus difficile d'accès, exactement. Peut-être en été avec un Equinox. Peut-être. Mais sinon, non, ce serait mieux d'attendre un petit peu. Moi, j'aurais envie de te dire, nous, on est allé jusqu'à Kegaska, c'est le bout de la 138, dans le fond, pour les gens là, sur la Côte-Nord. Je dis pas que c'est pas facile, c'est pas que ça, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu arrives, là, je dirais, là, à moitié chemin, là, les bornes commencent à être un petit peu moins présentes, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. C'est juste que des fois, on a été obligé d'utiliser des bornes de niveau 2. Mais quand même, Kegaska, là, on parle de quand même très, très loin. Vous irez voir sur Google Maps, là, on parle de plusieurs centaines de kilomètres. Là. Puis, si on sort un peu des frontières du Québec, donc
vers l'ouest, l'Ontario, puis l'ouest canadien, et où les États-Unis, est-ce qu'il y a des régions un petit peu plus difficiles que d'autres? Ben moi, j'ai envie de dire, on s'en va, cet été, on part à Banff avec une Kia EV6 2025. Fait qu'on va faire 4500 km aller, 4500 km retour. Et on s'est rendu compte que nous, on veut le faire entièrement par le Canada pour des raisons. Là, cette année, on veut pas aller aux États-Unis. Et on s'est rendu compte là, que les Grands Lacs de l'Ontario, c'est un petit peu plus difficile. Mais l'ouest, la partie ouest de l'Ontario est moins bien desservie. Exactement. Hein. Mais tu sais, c'est pas encore là, on va se rendre. Là. C'est pas un enjeu, sauf qu'on va peut-être être obligé d'utiliser des recharges à 90%, ce que nous on déteste faire, parce que c'est beaucoup plus lent, et deuxièmement, ça demande juste un peu de planification. C'est ça. Mais c'est fait après. On aime bien ça, hein, Silence on roule, terminer sur du positif. Oui. Ben oui. Donc, on vient de parler peut-être des destinations à éviter. Y en a-tu des destinations, là, le fun, facile? C'est mon premier voyage en électrique, puis là, je vous demande où je devrais aller. Je suis ouvert à tout. Suggérez-moi des affaires où j'aurai pas de trouble dû au fait que je roule électrique. Là. Mais moi, je pense que toutes les destinations peuvent être intéressantes. Il suffit juste d'essayer peut-être un plus court voyage avant de se lancer dans un plus long voyage, justement pour tester les bornes, tester tout ça. Mais moi, je pense que des destinations plates, ça n'existe pas. L'expérience, c'est ça, de prendre un petit peu d'expérience, de faire un petit voyage à Québec, un petit voyage, je sais pas moi, à Bécomo, mais pas trop loin, puis on revient, puis Matane. Mais pour les grands voyages, aller aux îles de la Madeleine, déjà, il faut réserver le bateau. Mais ça peut être intéressant, pareil. Mais côté couverture de borne, tu sais, ça ne sera pas un enjeu me recharger au Québec en général. Si on évite le nord, là, comme vous avez dit, le Fermont, là, mais si on reste dans les régions peuplées, là, densément peuplées du Québec, il n'y a pas d'enjeu. On peut aller n'importe où, il y a de la borne. Il y avait une place, mais je ne sais pas si ça a été réglé, mais proche de la frontière des États-Unis, là, entre Montréal et le Maine, là, complètement dans l'Est. Là. Je sais qu'à un moment donné, pas loin de Sherbrooke, en dessous, il y avait des trous là, qui manquaient. On a rajouté beaucoup dernièrement quand on l'a fait. C'était un enjeu, peut-être 1 an ou 2, puis je pense qu'il y a eu des bornes de rajouter. Là. Fait que ça se fait assez bien. Sinon, dans le Québec, ça se fait pas mal les yeux fermés, je dirais. Oui, puis tu sais, tantôt, j'ai parlé un peu de l'Ontario, mais je veux pas que ça soit négatif. Tu sais, Toronto, on est allé quelques fois, ça se fait super bien. Il y a plein d'endroits à visiter au Québec. Là. La couverture, elle est super bonne. Trois-Rivières, on le sait, le se rendre là, c'est super facile. On a fait un peu du Nouveau-Brunswick, là, qui est hors province, là, que ça s'est bien fait aussi. Ouais. Je pense que quand on sort du Québec, en fait, souvent, il y a des bornes, il y a quand même pas mal de bornes. La différence, je dirais, c'est qu'il y a souvent des sites avec 1 ou 2 bornes. Ouais. Donc, c'est moins dense à chacun des sites, ce qui fait que, dans des périodes touristiques, on peut se ramasser qu'il y a déjà quelqu'un en train de charger, il faut attendre qu'il finisse. On peut parler de l'étape, effectivement. L'étape, c'est moins un problème. Là. Il y en a des nouvelles. Ouais, c'est ça, mais il y a des régions, on parlait du Nouveau-Brunswick tantôt, il y a des sites où il y a 1 ou 2 bornes, si elles sont en utilisation ou la borne est brisée, là, il faut prévoir se charger avant ou se charger après. On vit un peu moins ça au Québec parce il y a plus de sites, puis sur les sites, il y a souvent plusieurs bornes, donc on est moins... Il faut porter une attention particulière, comme par exemple si on veut monter à Matagami ou monter à Val-d'Or, dans le parc, comme tu dis, là, il faut vérifier là, pour être sûr que toutes les bornes sont fonctionnelles et qu'on a assez d'autonomie pour le traverser. Ouais, je pense que c'est un bon conseil tantôt, ce qu'on parlait, on disait, dans les applications, on voit l'état des bornes, on voit si elles sont fonctionnelles. Il y a toujours là, une couleur qui indique qu'elle est disponible ou elle est en utilisation. Dans un cas comme dans l'autre, c'est signe qu'elle doit fonctionner. Là. Puis il y a une autre couleur qui indique qu'elle soit hors service ou en perte de communication. Ça, c'est un indice qu'il peut-être regarder si on est pour partir. L'application du circuit électrique, il faut que vous l'ayez dans votre téléphone, c'est un must. L'application de Better Route Planner, puis évidemment PlugShare qui peut aider. Electrify Canada, Electrify America, EVgo, Charge Hub, ChargePoint. Et voilà, c'est pas mal, on a fait le tour avec ça. Better Route Planner, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des bornes, si, mettons, ça arrive souvent qu'elles sont défectueuses, ils vont mettre une notification en disant, cette borne-là, elle est fonctionnelle, mais a beaucoup de notifications négatives. Fait que quand tu le sais, mais tu dis, OK, parfait, je vais replanifier mon trajet correctement. Moi, aussitôt que j'ai fait le trajet pour Banff, il me disait, cette borne-là, je te la recommande pas. Elle est rapide, mais je te la recommande pas. Fait que là, on a dit, nous, on a assez de trajet pour dire, on va excéder si, mettons, il y a quelque chose, mais on va quand même arrêter à cette borne-là au cas où qu'elle fonctionne. Bien, un petit truc, nous, ce qu'on fait toujours avant de repartir vers l'autre borne de recharge, on regarde toujours si elle est fonctionnelle avant de partir. Puis si elle n'est pas fonctionnelle, on réajuste notre trajet en fonction où on se trouve une nouvelle borne. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Donc, Fred Allard, Marie-Josée Allard et Francis Mercier, merci beaucoup d'avoir partagé votre riche expérience. Hein. Merci à toi. C'est bien gentil. Merci. Puis à vous tous, les auditeurs qui vous apprêtez à partir en vacances, j'espère que ça vous aura rassuré sur le fait que c'est pas compliqué, c'est beaucoup plus facile que ce l'était. Puis je vous invite à
passer des belles vacances en électrique, puis de nous écrire, nous donner des feedbacks, comment ça a été, quelle a été votre expérience, puis si vous avez eu, on l'espère pas, mais si jamais il y a des trucs que vous avez eu de la difficulté, soulevez-le, écrivez-nous, dites-nous-le, puis on pourra peut-être revenir sur ces points-là puis donner plus d'informations. Si je peux donner une suggestion aux gens, c'est justement, on peut louer une voiture électrique pour un voyage avec Turo ou d'autres compagnies pour essayer de faire l'expérience en voyage. On planifie son voyage, on en loue une, on voit comment ça marche. Puis si on aime ça, là, au moins, on peut prendre le temps de magasiner sa voiture électrique. Excellent point. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Un plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique L'envers du panneau est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont pris au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Bienvenue à l'envers du panneau. Pour ma chronique estivale, je vous partage mes quelques perles de 13 ans de service à la clientèle. Ça commence à l'été 2012. L'électrification des transports s'est insérée dans ma carrière d'entrepreneur. Eh oui. Bon, à l'époque, on passait pour des bébites électriques. Un peu bizarre. Je pourrais faire carrière en humour juste avec les niaiseries qu'on m'a racontées depuis ce temps-là. Avoir un problème avec sa borne de recharge, c'est jamais plaisant. J'ai toujours été sensible et collaborateur pour aider les gens qui avaient des problèmes. Mais parfois, ça peut déborder. Comme la fois où un propriétaire de Tesla nous contacte parce que sa nouvelle borne ne charge pas. Dès les premiers mots au téléphone, j'ai eu droit à une espèce de pluie d'insultes, le genre de parole qui rend une mère pas trop fière de son fils. Le tout accompagné de publications Facebook pas vraiment élogieuses. Quand le technicien est arrivé le lendemain matin, il a branché sa voiture électrique dans la borne et ça marchait. On a essayé la Tesla du monsieur, qui était très fier de se dire ingénieur, et là, la Tesla s'est mise à charger. Donc, le monsieur qui se dit ingénieur, il n'avait pas remarqué la clenche sur le connecteur et il n'enfonçait pas le connecteur dans le fond du réceptacle pour que ça fasse clic. Donc ça a pris 400 km de route, 7 heures de technicien, 2 heures de service client au bureau, tout ça parce qu'on lui avait pas expliqué comment plugger sa borne de recharge. Finalement, il a eu au moins la gentillesse de m'appeler pour s'excuser et il a corrigé ses publications pour nous remercier du bon service. Une autre fois, c'est un électricien qui n'avait pas vraiment lu le manuel de la borne. Ses premiers mots ont été « Je suis électricien, j'ai une installation, elle marche pas ta borne, elle a sauté. » Elle avait sauté parce qu'il avait retiré le fil d'alimentation NEMA 1450 de la borne pour mettre le sien en connexion directe hardwire. Ça a mal été, puis le circuit y a brûlé. Après un voyage d'un électricien de Québec à Shawinigan, son salaire, les coûts de la réparation, je peux vous dire que la prochaine fois, il va lire le manuel d'installation. Surtout quand ça indique que la garantie est annulée, en première page, si la borne est altérée. En fait, avec sa modification, la borne était plus certifiée. Mais j'ai quand même eu le droit cette fois-là à des insultes. Parfois, c'est juste drôle. Comme l'électricien qui a dit à sa cliente que si la borne fraîchement installée marche mal, c'est parce que c'était pas une Ford.
la même marque que sa voiture. Donc, la cliente allait devoir faire un reset de sa borne avant chaque recharge parce que ça allait mal. Il y a aussi des fois où j'ai dû m'obstiner avec des nouveaux propriétaires de véhicules électriques et leur expliquer que ça marche pas de couper un connecteur J1772 et d'y mettre une fiche 120 volts avec du tape et de brancher ça direct dans le mur sans la borne. Non, ça marche pas, monsieur. Puis je compte pas les fois où j'ai rappelé qu'il y a un code du bâtiment et électrique qui existe au Québec. Je leur explique que je peux pas vraiment donner de conseils sur l'électricité, je suis pas électricien. Surtout pour l'installation d'une borne soi-même sans électricien. Et là, tout d'un coup, est apparu le phénomène « j'ai vu une borne sur Amazon ». Oui, le prix peut être alléchant, mais la personne au service à la clientèle dans un pays quelconque connaît pas vraiment les bornes de recharge, juste les procédures de retour. Appelez-les donc avant juste pour simuler un problème. Vous allez voir si le service à clientèle est bon. Une borne de recharge, c'est comme une tank à eau chaude. T'achètes pas ça à un gars à 1000 km de ta maison. Bref, un seul conseil que je peux donner à ceux et celles qui se lancent dans le secteur de la vente et l'installation de bornes de recharge, c'est de s'assurer que le service à clientèle soit prioritaire. En vous souhaitant un bel été, n'oubliez pas, le service à clientèle coûte souvent plus cher que le profit sur une borne. Bonnes vacances! Retour dans le rétro. Votre capsule historique sur la petite histoire des voitures électriques. Il y a un quart de siècle, bien avant que la Ioniq 5, la Model 3 ou encore la Mustang Mach-E ne deviennent des noms familiers, une voiture électrique révolutionnaire sillonnait déjà les rues de la Californie et de l'Arizona. Son nom? La GM EV1. C'était la première voiture 100% électrique développée par un grand constructeur automobile et mise en circulation à grande échelle aux États-Unis. Et pourtant, elle a disparu, retirée du marché, rappelée, écrasée. Littéralement, une disparition si mystérieuse qu'elle a même inspiré un documentaire, Who Killed the Electric Car? Pour comprendre l'histoire de la EV1, il faut remonter aux années 90. À l'époque, la Californie adopte une législation ambitieuse. Les constructeurs qui veulent vendre dans l'État doivent aussi proposer des véhicules zéro émission. General Motors réagit rapidement. Elle investit massivement dans un prototype prometteur. Le résultat? Une voiture au design futuriste, silencieuse, rapide et surtout 100% électrique. La GM EV1 est née. Ce n'est pas une voiture comme les autres. C'est une réelle déclaration. Les premiers modèles sortent en 1996, mais GM ne veut pas vendre la EV1. Elle préfère la louer. Environ 800 véhicules sont mis en circulation sur le 1117 produits exclusivement dans certaines villes de Californie et d'Arizona. Les conducteurs tombent amoureux. Silencieuse, économique, sans entretien, même les sceptiques sont conquis. Pourtant, en 2002, GM met fin au programme. Elle récupère les voitures, rappelons-le, personne ne les possédait, puis les envoie à la casse, littéralement. Pourquoi? GM invoque le manque de demande, les coûts élevés et l'autonomie limitée. Mais les conducteurs ne sont pas convaincus, certains se battent pour garder leur voiture, en vain. Des rumeurs circulent. GM aurait cédé aux pressions de l'industrie pétrolière ou aurait voulu saboter un projet qu'elle jugeait trop risqué pour ses profits à long terme. La EV1 n'a pas survécu, mais son héritage, lui, est bien vivant. Certains ingénieurs de l'équipe ont plus tard travaillé chez Tesla. Et plusieurs idées nées avec la EV1, telles le freinage régénératif, l'aérodynamisme extrême, l'approche centrée sur l'électrique, ont inspiré toute une génération de véhicules. Aujourd'hui, on parle d'une voiture comme la EV1 presque comme un mythe, une pionnière, une promesse, une révolution incomplète. Et si on vous disait que l'électrique aurait pu décoller 20 ans plus tôt? C'était Retour dans le rétro, une capsule spéciale du podcast Silence on roule.
Si cette histoire vous a intrigué, partagez-la et dites-nous sur les réseaux sociaux que serions-nous aujourd'hui si la EV1 avait survécu. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Eh bien, la majorité des activités estivales ou événements estivaux sont actuellement terminées. La seule chose qui reste au calendrier, c'est le 29 octobre prochain, une conférence que j'aurai la chance de donner à la bibliothèque Léo Le Cavalier au 500 Saint-Laurent à la Prairie. Donc, c'est le 29 octobre à 19h. Ceci complète notre épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous serons en relâche estivale. Donc, pour un mois, il n'y aura pas de Silence on roule. Le retour est prévu pour le 15 août prochain. Mais je veux quand même remercier nos invités et nos collaborateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire Fred Allard, José Allard, Francis Mercier, Sébastien Côté et Stéphane Daou. À la recherche, Martin Archambault et nos chroniqueurs Stéphane Daou, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolutions, Précision PPF Vitres Teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Bonnes vacances tout le monde, profitez de l'été, reposez-vous. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.